Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Osez entreprendre, lancez-vous dans l'aventure de l'entreprise. On parle de quoi aujourd'hui, Thomas? Jean-Marie, on va parler de Kleenex comme saga de la semaine. Et ensuite, on va parler d'une marque de café qui a été créée en 1875, les Cafés Maurice, devenu leader des cafés d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, les premières marques de café à faire de la publicité à la télévision. Et pour en parler, on reçoit Boris Toiti, qui est président des Cafés Maurice. Ça sera notre grand témoin. Et on terminera sur comment souscrire des assurances indispensables pour les entrepreneurs. C'est souvent mal jugé. Ça peut servir pourtant, mais tout de suite en partenariat avec le magazine Entreprendre, on remonte le fil d'une histoire, l'histoire d'une marque devenue incontournable, on en a tous eu dans une poche, Kleenex. Thomas, par où commence l'aventure Kleenex? Eh bien, l'histoire de Kleenex remonte à la Première Guerre mondiale, une période où Kimberly-Clark développait un papier crêpe innovant utilisé comme filtre pour les masques à gaz. Après la guerre, dans les années 20, cette invention a été détournée vers un usage civil, d'abord pour créer Kotex, un produit d'hygiène féminine, puis en 1924, ce papier a été transformé en mouchoir plus fin et doux, rebaptisé Kleenex, destiné initialement au démaquillage. Ouais, sauf que Thomas, comment ce produit passe du démaquillage à l'usage qu'on en fait aujourd'hui? Eh bien Jean-Marie, tout bascule en 1929. Le directeur de la recherche chez Kimberly-Clark, souffrant du rhume des foins, décide d'utiliser un mouchoir Kleenex. Comme moi, ça tient pas à grand-chose. C'est toujours comme ça. Exactement, à la place de son mouchoir en tissu. Cette idée fait mouche. L'entreprise commence à promouvoir le produit comme une alternative jetable et hygiénique aux mouchoirs traditionnels. Résultat, les ventes doublent en un an et Kleenex devient leader du marché. Et voilà, belle success story. Les stars aussi contribuent à ce succès. Oui, absolument. Dans les années 50 et 60, Hollywood adopte Kleenex comme accessoire de choix. Les actrices l'utilisent pour se démaquiller sur les plateaux et le disent haut et fort. Cette association de l'amour a renforcé l'image du produit, le propulsant comme un produit que l'on doit posséder de l'époque. Le Kleenex, c'était glamour. Vous vous rendez compte quand même? Alors depuis, Kleenex n'a pas cessé d'innover. Quels sont les moments forts récents de l'histoire? Parmi les grandes étapes, il y a les années 90 avec le lancement des mouchoirs ultra soft, parfaits pour les routines beauté. Puis viennent les ultra balm, maintenant connus sous le nom de balsam, qui apaisent les irritations du nez. Plus récemment, en 2020, la marque a lancé Kleenex Allergie Confort, une gamme dédiée aux personnes allergiques. Et en 2023, Kleenex a offert un relooking moderne à l'approche de son centenaire, tout en annonçant des produits pour limiter la propagation des germes. Oui, belle longévité pour un Kleenex. Absolument. Quand même. Bravo à cette marque. Allez, tout de suite, on présente une autre marque avec une sacrée longévité aussi. On accueille le témoin de la semaine, Boris Toiti. Vous êtes le président des Cafés Maurice, créé en 1875 aux Antilles, avant de s'installer dans le Var en 1910 et de devenir leader après la Seconde Guerre mondiale. Alors, les Cafés Maurice vont péricliter en 1982 et la marque sera relancée en 2020. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci. C'est quand même une sacrée histoire, Boris Toiti, que celle des Cafés Maurice. C'est votre trisaïeul qui a créé l'entreprise. Votre famille réussira à en faire le leader des cafés après la Seconde Guerre mondiale, comme vient de l'indiquer Jean-Marie. Quelle épopée, on peut dire ça? C'est génial, 150 ans d'histoire de... Incroyable, bientôt. Oui, parce qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça. Les entreprises dans le café régional, on va dire, des acteurs régionaux, il n'y en a pas tant que ça. Le marché est quand même assez trusté par de grands groupes industriels. Oui, et puis seuls 5% quand même des entreprises familiales tiennent jusqu'à la 4e génération, il faut le dire aussi. Oui, là ça s'est arrêté à la 3e et puis ça a été relancé. Voilà. Dans les années 70, Boris Toiti, Pierre Bellemare et Pierre Tchernia, parce qu'on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été quand même, en termes de création, quelque chose d'incroyable. 2 icônes de la radio et télévision de l'époque tourneront le premier spot télé dans ce domaine avec les frères ennemis, que pour les moins de 20 ans, évidemment, ça ne parle pas, mais pour les autres, ils savent ce que ça fait. Et ça a donné ça, je vous laisse écouter. Fameux ce café Maurice. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait Maurice? Mais je vous ai pas parlé de Maurice. Ah, si vous m'avez dit que ce qu'avait fait Maurice était fameux. Non, je vous ai dit fameux ce café Maurice. Ah, pardon Léon. Je m'appelle pas Léon, je m'appelle pas Maurice. Je sais, vous appelez Robert. Alors de qui parlez-vous? De ce café? Il est fameux. Bah c'est normal, c'est un café Maurice. Bah tiens, donnez-moi une autre tasse. Pourquoi elle est sale? Non, mais elle est vide. Alors dans ce cas, prenez un autre café. Ah non, je ne veux pas un autre café. Je veux un café Maurice. Vos désirs sont désordres. Maurice, un prénom? Non, un café de renom. Alors Boris Toiti, à l'époque, c'est ce qu'on appelait de la réclame, très clairement. Les rouages étaient globalement les mêmes sur un certain nombre de publicités. Mais quand même, c'est une démarche très moderne pour l'entreprise. Et je vais compléter parce que je montre à la caméra un livre que vous nous avez apporté ce dimanche matin, qui est toute l'histoire en fait du Café Maurice, qui est achetable sur les plateformes et chez les libraires, et qui montre le modernisme de la marque pour l'époque déjà. Vous avez fait énormément de choses. Enfin,
vos parents, grands-parents, etc., ont fait beaucoup de choses pour cette marque. Ouais, ils étaient à l'origine de la réclame un petit peu moderne, hein, finalement. Oui. Dans chaque paquet de café, il y avait des petits cadeaux pour les plus jeunes, des images, comme des figurines. Voilà, et ils étaient vraiment précurseurs là-dedans. C'est les premières campagnes, donc avec Pierre Bellemare et Pierre Tchernia, la première campagne télé dès les années début des années 70 pour une entreprise de torréfaction. Les premiers affichages dans le métro à Paris et sur les abribus, c'était vraiment les prémices de la communication moderne et du mobilier urbain. Mais en revanche, les choses vont se compliquer jusqu'à ce que l'entreprise d'ailleurs soit obligée de s'arrêter en 1982. C'est quoi la cause rapidement ? Il y a toujours plusieurs causes. Hein. Lorsqu'une entreprise de cette ampleur s'arrête, on va plutôt parler de l'instabilité dans les pays producteurs de café, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et puis une volonté politique de fixation des prix sur les produits de première nécessité. Le gouvernement de l'époque, on en revient encore aussi à notre époque actuelle. Donc voilà, tout ça qui converge. Le changement des packaging pour passer à de l'aluminium était aussi très novateur. Mais à cette époque-là, le cours de l'aluminium avait été décuplé également. Donc, si on met tout ça bout à bout, et puis l'arrivée surtout des grandes surfaces, des nouveaux modes de consommation dans les années 70, couplés à toutes ces marques américaines et autres qui sont arrivées sur le marché français avec des moyens colossaux et qui ont racheté beaucoup de petits acteurs. Dès l'âge de 14 ans, vous vous intéressez à la marque, vous collectionnez, vous récupérez tout ce qui fait d'ailleurs l'objet du livre que je viens de montrer à la caméra, et vous décidez, comment petit à petit, de vous intégrer dans l'esprit familial jusqu'au jour de 2020, vous relancez cette entreprise. Pourquoi avoir relancé cette entreprise ? Alors certains peuvent penser que c'est naturel, mais c'était peut-être pas si naturel que ça. D'abord parce que vous aviez déjà un travail, vous étiez établi, mais vous allez tout remettre en cause pour le faire. Je suis reparti de zéro, hein, complètement. Et moi qui ne buvais absolument pas de café en plus avant de relancer, c'était un sacré défi. Et puis il fallait repartir vraiment en créant l'outil de production, c'est-à-dire en reprenant vraiment le travail de A à Z, du sourcing jusqu'à la distribution. Pourquoi ? Simplement, j'avais pas envie que cette marque, qui était quand même le fleuron de l'économie varoise et une marque nationale, tombe dans les oubliettes de l'histoire. Donc c'était la fierté principalement de relancer cette marque. Et pour faciliter la tâche, c'est en plus en plein Covid que vous décidez de relancer la chose. Alors moi, quand j'ai commencé à vouloir relancer l'entreprise, il n'y avait pas encore de Covid, et puis les choses font que des fois, il y a des éléments perturbateurs qui peuvent arriver au milieu. Alors on est en 2024. Ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de cette nouvelle génération, j'allais dire, de Café Maurice. Ça s'est passé comment ces 4 années et vous en êtes arrivé où aujourd'hui ? C'est génial. On a repris comme en 1875, donc avec un petit atelier de torréfaction en cœur de ville, en centre-ville de Toulon. Aujourd'hui, on a 3 établissements, 3 boutiques. On commence un développement régional sur les acteurs de la grande distribution. On se développe, on fait notre petit bonhomme de chemin, on reprend étape par étape notre bâton de pèlerin. Une question pragmatique que les gens se posent peut-être en nous écoutant, s'ils veulent acheter votre Café Maurice, on le retrouve où ? Parce qu'on le retrouve pas forcément partout, j'imagine. Alors aujourd'hui, on le retrouve dans le Var, sur la grande zone de Toulon principalement, et puis bien sûr sur notre site internet. Vous pouvez donner l'URL ? Bien sûr, cafemaurice.com. Quelles sont vos ambitions ? Moi, je crois que mon ambition, c'était de redonner ces lettres de noblesse à cette entreprise, et puis de continuer notre développement, un développement qui se veut national à terme, voire international. Oui, donc c'est revenir quelque part ce qu'était la marque quand elle a dû s'arrêter par certains côtés, c'est ça, c'est votre ambition. C'est mon ambition, c'est l'ambition de chaque entrepreneur, que son entreprise se développe un maximum. Maintenant, dans un contexte mondialisé, économique, comme celui qui est là actuellement, c'est vrai que pour des petits acteurs régionaux, c'est très compliqué de faire son trou là-dedans, quoi. Merci à vous, Boris Toiti. Et ce qui démontre quand même que rien n'est jamais terminé, en fait, dans le domaine entrepreneurial. Et on peut toujours renaître de ses cendres. Thomas. Fameux ce Café Maurice, en tout cas, on gardera le slogan. Merci à vous, Boris Toiti. Merci. Je rappelle que vous êtes le président des Cafés Maurice. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors Thomas, aujourd'hui vous répondez à une question cruciale pour ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et qui entreprennent. Faut-il vraiment souscrire des assurances ? Et surtout, lesquelles sont incontournables ?
La priorité, Jean-Marie, c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle, appelée autrement RCP. Elle est indispensable, d'ailleurs, pour couvrir les dommages que l'entreprise pourrait causer à des tiers, que ce soit un client, un partenaire ou même un simple visiteur. Sans cette couverture, une situation imprévue pourrait coûter très cher et menacer la survie de l'entreprise. Bon, alors ça c'est clair, mais en ce qui concerne les locaux ou le matériel, est-ce qu'il faut aussi penser à une protection spécifique ou pas? Absolument, Jean-Marie. L'assurance multirisque professionnelle est incontournable dans ce domaine. Elle protège contre des sinistres majeurs comme les incendies, les dégâts des eaux ou encore les vols qui peuvent avoir des conséquences financières très lourdes. Cette assurance inclut généralement une couverture pour les locaux, les équipements et parfois même d'ailleurs les stocks. Elle permet ainsi de limiter les pertes et de reprendre l'activité rapidement en cas de problème. Oui, ça c'est crucial pour sécuriser le fonctionnement évidemment. Mais alors qu'en est-il des situations où l'entrepreneur lui-même ou une personne clé ne peuvent plus travailler? C'est une excellente question, Jean-Marie, parce que dans ce cas-là, l'assurance homme-clé peut jouer un rôle fondamental. Elle est spécifiquement conçue pour couvrir les pertes financières liées à l'absence d'une personne essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, que ce soit le dirigeant, un associé ou un expert stratégique. En cas de maladie ou d'accident, cette assurance offre une compensation financière permettant à l'entreprise de continuer à fonctionner malgré les difficultés. Mais écoutez, merci en tout cas beaucoup. Thomas Binet, restez avec nous parce qu'on va vous retrouver dans quelques instants. On va revenir avec Oser Investir pour parler. Un truc qui va intéresser tout le monde, comment payer moins d'impôts dans les mois qui viennent. Tout de suite.